Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, dans une précédente vidéo, l'un d'entre vous a fait un commentaire en proposant un certain nombre de sujets de vidéo très intéressants et dont un dont j'avais déjà essayé de regarder un petit peu, d'approfondir un petit peu le sujet. Je veux parler de ces fameux... de cette fameuse tendance dont je vous ai parfois parlé sur certains sujets d'actualité, c'est ce qu'on appelle les woke. Alors, qu'est-ce que ça veut dire woke? Woke, tout simplement, c'est le participe passé du verbe wake, c'est-à-dire réveillé dans le sens littéral, mais qui aussi peut prendre le sens éveillé. Éveillé dans le sens conscience, progressiste, modernisme, etc. Et d'ailleurs, ce mouvement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Il représente une infime minorité d'individus, mais comme je vous l'ai dit, à qui, de par leurs idées progressistes, de par leurs idées dont on va revenir un petit peu rapidement dessus, ont réussi à obtenir une reconnaissance et donc ont pris de l'importance tant sur Internet que dans les réseaux sociaux, que aussi aujourd'hui dans la réalité par l'intermédiaire de représentations soit de groupes, de mouvements ou d'associations. Et de ce fait, aujourd'hui, il est intéressant de savoir, mais d'où vient ce mouvement en réalité, de quelle origine il peut se revendiquer? Eh bien, il y a quelques issues sur lesquelles on peut éventuellement travailler pour comprendre comment fonctionnent les woke, mais essentiellement, un certain nombre de gens qui se sont penchés sur la question sont tous d'accord sur le fait que le wokisme, tel qu'on peut le qualifier, est la résultante en réalité d'une branche radicale, si on peut parler ainsi, des mouvements qui touchent l'art, plus particulièrement l'art contemporain, c'est-à-dire de ce qu'on appelle tout ce qui concerne le postmodernisme, c'est-à-dire tous les phénomènes qui ont permis, dans l'art en particulier et aussi dans les milieux intellectuels, de s'extirper, de s'émanciper des principes et des règles. C'est-à-dire ce principe qui dit pourquoi respecter une règle, pourquoi respecter ou pourquoi telle chose ne pourrait pas être considérée comme de l'art? Pourquoi telle idée ne pourrait-elle pas être un concept intellectuel, un concept idéologique, un concept social? Tout simplement parce qu'avant, on mettait des règles, on mettait des limites, on mettait des frontières, on mettait des garde-barrières, on mettait des garde-fous, pour éviter justement d'aller dans des excès. Eh bien, l'art contemporain a permis à un moment donné de s'affranchir de ces règles. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive à des situations où, je le rappelle, l'art contemporain a été extrêmement promu par des groupes liés à des stratégies américaines en Europe et plus particulièrement en France, et dont d'ailleurs l'un des fers de lance de l'art contemporain a été Georges Pompidou lui-même. La preuve, c'est que c'est grâce à lui qu'on a pu voir apparaître cette usine à gaz qui est le fameux centre culturel Pompidou, qu'on appelle plus vulgairement aussi Beaubourg. Alors, attention, je n'ai rien contre l'art contemporain. Le fait est, c'est que malheureusement, par l'intermédiaire de l'art contemporain, s'est glissée une certaine fumisterie, une certaine conception de l'art conceptuel, on va dire, de l'art éphémère, de l'art transfiguré, par lequel on va retrouver un certain nombre de bases idéologiques et qui va mener justement, qui va influencer un certain nombre de mouvements idéologiques sur le fait que, faire évoluer les mentalités tout simplement, et allier évidemment aux idéologies postmodernisme, c'est-à-dire l'évolution et le progressisme de la société par le franchissement justement de ces barrières, par la destruction des limites, on en est arrivé à un moment donné par, surtout avec le rôle de l'Internet qui a permis justement de mettre en lien un ensemble d'individus qui partageaient, qui militaient dans ce sens, c'est là qu'on a vu arriver des mouvances qui à un moment donné évidemment se sont
accaparer des problèmes de société, des problèmes de racisme, des problèmes d'injustice sociale, des problèmes féministes, des problèmes liés également à l'homosexualité, à tous les mouvements LGBT, etc. Donc ils se sont accaparés un petit peu ces problèmes-là pour en faire leurs armes de bataille, pour en faire leurs outils de soutien, leurs outils idéologiques, voire les rendre presque incontestables et incontestés, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit d'être dans une justice, d'être dans un combat idéologique humanitaire, solidaire. Sauf que le problème, c'est que dans ces idées, certains sont respectables dans leur volonté, dans leur détermination à vouloir défendre l'égalité, défendre les droits civiques des individus, quels qu'ils soient, de par leurs origines, leurs orientations sexuelles ou leur religion. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé à un moment donné où, justement, cette idéologie postmoderniste a finalement énormément décalqué son principe, sa vision des choses, si bien qu'à un moment donné, eh bien, ça donne le résultat aujourd'hui qu'on a des gens qui, pour se donner de l'importance, pour se donner de la validité, pour se donner de la légitimité, eh bien, vont commencer à remettre en question tout. Et quand je dis tout, c'est tout et n'importe quoi. Un crayon, c'est raciste. Une barrière, c'est raciste. Les mathématiques, c'est raciste. Pourquoi ? Parce que les mathématiques ont été mises en place par les Blancs. À savoir que dans les mouvements woke, on a, en règle générale, je crois qu'il y a 2 principes fondamentaux avec 4 thématiques qui se retrouvent. Les 2 principes, évidemment, ce sont des principes idéologiques, c'est-à-dire imposer et libérer l'esprit intellectuel à des possibles, tout en, deuxième principe, et lutter finalement, lutter contre tout ce qui peut aller dans le sens contraire de l'idée. C'est-à-dire on propose l'idée, non sans l'imposer, pour aller à contresens de ceux qui pensent différemment. Et on en vient justement aujourd'hui à ces mouvements woke qui se sont appropriés, se sont accaparés une des armes essentielles aujourd'hui de ce qui fait leur existence, c'est la cancel culture. C'est-à-dire réécrire l'histoire, réécrire la société, et jusqu'à même réécrire la philosophie même. La philosophie, les Lumières, etc. On dénote quand même qu'il y a deux mentalités qui ressortent chez les woke. C'est que vous avez quand même pas mal de woke qui empruntent finalement beaucoup de valeurs marxistes. Marxistes dans le sens où on est là dans une sens de valeur, dans une valorisation idéologique qui doit jouer sur le fait de tout remettre en question pour ensuite redonner une valeur essentielle. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, ça reste très dévoyé, ça reste très interprété, voire même très approximatif. Et vous avez, en revanche, aussi ce qu'on appelle les fanatiques, les hystériques, c'est-à-dire tous ceux qui, finalement, sont tombés dans le pot du radicalisme progressiste, postmoderniste. C'est-à-dire que ce sont ces gens qui voient en toute chose la contradiction à leurs idées, à leurs principes. Et donc ils vont toujours remettre en question l'essence même de la valeur, l'essence même de la base, l'essence même du fondamental, pour tout simplement imposer l'idée du « et pourquoi pas ». Pourquoi j'aurais pas le droit de considérer qu'un homme est une femme ou qu'une femme est un homme ? Voilà, et on retrouve ces idéologies de genre, de personnes qui se considèrent comme n'ayant pas l'obligation de se sentir homme ou femme, c'est-à-dire d'être un bigenre. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, ces gens-là sont dans cette idée justement
d'aller à l'encontre de toutes les valeurs finalement d'une société, toutes les valeurs d'une collectivité. Quand on veut vivre dans une société, on est obligé de vivre avec des codes, on est obligé de mettre des règles, on est obligé de mettre des principes, on est obligé de mettre des valeurs, sinon bah, c'est l'anarchie, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde... il faut un minimum de cohérence, il faut un minimum de fondamentaux, de piliers dans une société. Or, les wokistes sont tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que eux, c'est l'anarchie la plus totale. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il est, pense ce qu'il veut être. S'il veut être homme un jour et femme le lendemain, eh bien, il a le droit de le faire. Ils sont véritablement dans un univers qui transgresse finalement toutes les valeurs fondamentales de ce qui a fait les fondements, ce qui a fait le succès de l'évolution même de la société, de l'évolution même de l'humanité d'une manière générale. Donc pour essayer d'être un petit peu plus clair, je me permets de vous donner quelques notes que je me suis mise de côté sur ce sujet. Donc le wokisme, comme je vous l'ai dit, c'est le participe passé du verbe anglais to wake, qui veut dire réveiller, mais réveiller dans le sens éveillé de la conscience, et qui tourne énormément sur, en fait, lutter contre les injustices, mais plus particulièrement vers les minorités. Donc il emprunte véritablement des idéologies qui ont été muées par le mouvement américain d'inspiration postmoderniste, dans une orientation évidemment gauchiste, avec une ligne radicale, subversive et transgressive. Donc vous voyez, c'est vraiment la base, c'est vraiment le côté radical, finalement, extrémiste du phénomène. Pour beaucoup, on considère donc que le wokisme est né dans une ligne de l'art contemporain, tant l'art contemporain a atteint un ridicule où même les gens ne sont plus dans un réel permanent et qui a généré finalement des individus qui sont complètement dissociés d'une raison ou d'une perception, on va dire, réaliste des choses, c'est-à-dire faire la différence entre une œuvre d'art contemporaine, où on peut y trouver en effet une expression, un style, une recherche, etc., de la fumisterie, tout simplement. Dans le wokisme, il est souvent un adage, si le système pense ça, nous devons de penser le contraire. Et c'est tout à fait ça. Le mal est partout, et nous sommes la seule élite éclairée. Voilà un petit peu les adages de ce wokisme. Et donc je vous ai dit qu'il y avait deux principes. Il y avait un principe philosophique qui est basé sur un scepticisme radical, c'est-à-dire tout savoir sur tout, d'où tu parles, d'où tu représentes qui, etc. C'est-à-dire que finalement les wokistes, il n'y a pas de débat avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont forcément raison, ils ne peuvent qu'avoir raison, vous avez forcément tort. Et vous avez un principe politique qui est que la hiérarchie de pouvoir qui détermine ce qui doit être su et comment. C'est-à-dire hiérarchiser en réalité le pouvoir à leur façon et détruire l'autre hiérarchisation du pouvoir. Et dans ces principes, on retrouve 4 thèmes qui est 1. Le brouillage des frontières, c'est-à-dire donc l'inclusion, l'ouverture, l'importance du langage, c'est-à-dire le politiquement correct naissant des années 80-90 qui va inciter justement à un changement dans la terminologie, dans le langage, dans l'usage des mots, etc. Donc c'est vrai que depuis les années 80-90, on a commencé à voir une sorte de novlangue s'installer. Hein, c'est la féminisation des mots, c'est le bannissement de symboles, c'est l'éradication de références ou de comparaisons. Et faire en sorte que le cliché, par exemple, est forcément faux. Alors que par définition, le cliché, c'est une façon de voir les choses de façon générale. Mais générale, alors, évidemment, tout dépend aussi du type de cliché qu'on utilise. Ça peut être un cliché positif comme un cliché négatif. Mais pour les wokistes, toute forme de cliché est forcément faux. Alors, pareil, dans une généralité, évidemment, le cliché est toujours un aspect négatif parce que c'est une façon de voir ou de résumer des choses avec un certain aspect, une certaine négativité dans la pensée. Mais cette négativité de pensée,
C'est-à-dire ce cliché, il n'est pas né par hasard. Il a bien une source, il a bien une origine. Même si, encore une fois, attention, le cliché, d'une manière générale, est une vision négative, est une version négative, est une opinion négative, mais qui naît quand même d'un phénomène. Mais un phénomène qui, en effet, peut être minoritaire, mais suffisant pour avoir donné naissance au cliché. Or, les wokistes refusent tout existentialisme, toute référence sur un point de vérité par rapport au cliché. Vous avez le relativisme culturel. C'est l'idée que toutes les cultures se valent. C'est un concept de rapprochement égalitaire, alors qu'en réalité, non, toutes les cultures ne se valent pas. Toutes les cultures ont des fois des divergences, comme des convergences dans un certain nombre de points, mais toutes les cultures ne se valent pas. La preuve en est, c'est que dans l'histoire de l'humanité, vous avez des cultures qui ont dominé, qui ont été prédominantes, qui ont été assimilées, comme d'autres ont disparu. Je veux dire, c'est un des fondamentaux même de l'évolution de l'humanité. Donc le concept que l'on retrouve souvent chez les indigénistes d'ailleurs, et chez les décolonialistes. C'est-à-dire que c'est cette idée qu'il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre. Toutes les civilisations se valent. Même si, encore une fois, en plus, ce qui est très amusant, c'est que dans le discours souvent des indigénistes et des décolonialistes, ils ont fâcheuse tendance à vouloir valoriser la culture dominée pour assujettir un sentiment de culpabilité à la culture dominante. Donc déjà, vous voyez, on est un petit peu dans la fausseté. Et enfin, le quatrième élément, c'est l'éviction de l'individu et de l'universel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'individu n'existe plus. Il n'est que la somme de ses identités communes et que la somme des structures hiérarchisées en place. Donc c'est là que ça rejoint un petit peu le concept un petit marxiste de ce que je disais tout à l'heure. Et l'universel n'existe plus non plus pour eux, car seul le particularisme de chacun compte, ce qui est un point de conflit avec la gauche traditionnelle et la nouvelle gauche. En effet, si l'individu n'existe plus dans le système hiérarchisé, dans le système classifié de la société, en revanche, l'universel, lui non plus, n'existe plus pour les wokistes, parce que seul l'individu, seul le particularisme, le cas particulier, a le droit d'exister. Sauf que, évidemment, dans cette idée de concept, si la revendication dans une vie sociale, dans une collectivité, le particularisme, l'exception ou le cas particulier doit s'affirmer, vous comprenez qu'à un moment donné, ça finit par un bordel sans nom. Ça devient ingérable. Les wokistes sont même assez souvent dans la contradiction. C'est-à-dire, par exemple, vous avez deux tendances qui ressortent et qui sont parfois souvent en opposition chez les wokistes. C'est l'ethno-nationalisme, c'est-à-dire la volonté de domination sur les plus faibles, et les universalistes, c'est-à-dire la volonté égalitaire qui dénonce la racialité de la société, tant ethnique que de genre. Donc, en effet, ce sont plus les universalistes qui s'affirment plus aujourd'hui sur le plan médiatique, sur le plan des réseaux sociaux, etc., que les ethno-nationalistes. Les ethno-nationalistes, ils ont malheureusement des fois des discours qui, à un moment donné, tranchent complètement sur l'idée de défendre les injustices, puisqu'ils créent eux-mêmes des injustices, puisqu'ils sont contre celui qui est divergent, ils sont contre celui qui pense différemment, ils sont contre toute forme d'opposition, toute forme de débat ou toute forme de remise en question, voire même de réflexion. Pour eux, il y a une radicalité idéologique qui doit s'imposer en tant que telle, en tant que vérité. Donc en gros, si vous voulez, les wokistes se sont octroyés un statut de vertueux, finalement. Et je terminerai aussi par ce point qui est aujourd'hui et commence également à arriver en France, même si
on est d'accord sur le fait que le wokisme est quelque chose qui est assez intrinsèque à la culture anglo-saxonne, du fait que le wokisme trouve un petit peu sa radicalité, et je dirais même son antagonisme dans les origines même de la culture américaine, très profondément ancrée dans des cultures anglicanes, de toute la période protestante, mais pas protestante, je n'ai pas le terme en tête. C'est pas rénovateur, mais je ne me souviens plus du terme utilisé justement pour redéfinir le mouvement qui est arrivé au XIIIe, XIVe siècle, pour redonner une lecture nouvelle de la Bible, de la religion, etc., qui a donné naissance au protestantisme, au calvinisme, etc. Et c'est vrai que chez les wokistes anglo-saxons, on retrouve un petit peu cet antagonisme, cette sensibilité culturelle, ce qui est plus difficile en France, où en France on est plus cartésien de par notre culture latine, et donc le wokiste a plus de difficultés à s'imposer parce qu'il reste excessivement minoritaire. Même si malheureusement, petit à petit, on se rend compte que même au sein des universités, il y a déjà, je dirais, un foyer non négligeable du fait de la politisation des universités. Moi-même, quand j'étais à l'université, on le sentait bien, ces fameux syndicats d'étudiants qui étaient en lutte perpétuelle entre ceux qui s'octroyaient le droit d'être légitimes en université parce que, étant des syndicats de gauche, communistes, contre des syndicats plus conservateurs, plus de droite, etc., qui n'avaient pas le droit d'exister dans les universités, bon, bah, il suffit de mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre là-dessus, et vous arrivez à avoir quelque chose qui peut faire naître à des associations, à des mouvements qui correspondent plus ou moins à la culture woke actuellement. Là où par contre ça devient dangereux, c'est qu'il faut savoir que chez les wokistes, vous avez aujourd'hui quelque chose qui est en train de vraiment devenir un phénomène aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, qu'en Europe et également en France, c'est ce qu'on appelle le pigwashing. Le pigwashing, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des individus qui sont formés, qui sont conditionnés, qui sont programmés à cette culture pour pénétrer finalement les institutions. C'est-à-dire pénétrer aussi bien les entreprises privées, que les administrations, que les services publics, que les associations, que les collectivités locales, etc., pour tout simplement jouer d'influence politique interne dans les domaines du management, de la communication et de la politique commerciale. Donc c'est aussi dans les entreprises. Donc vous avez des gens qui sont aujourd'hui, je dirais, façonnés pour justement pénétrer les institutions. On l'a bien vu aux États-Unis, hein, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, etc. Aujourd'hui, ces organismes, ces sociétés privées, pourtant qui sont des sociétés capitalistes, des sociétés qui cherchent à faire de la rentabilité, eh bien, elles se sont laissées vérolées, elles se sont laissées envahir par ce cancer idéologique, au point qu'elle a pris parfois des décisions qui correspondent parfaitement à l'idéologie des fameux woke. Et en France, ça y vient, on y vient. Les universités, de toute façon, ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir ses propres opinions, sans être obligé de devoir adhérer, sans être obligé de devoir caresser dans le sens du poil ces cultures qui veulent absolument déconstruire pour reconstruire à leur image. On le voit d'ailleurs de toute façon, on le voit dans la façon d'enseigner le français, d'enseigner l'histoire, d'enseigner la géographie, d'enseigner la philosophie. C'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte qu'on est en train d'occulter des positions, des opinions, des philosophies qui permettent justement de faire de la comparatif et de développer soi-même son libre arbitre sur sa capacité de jauger, de juger, de réfléchir, de penser. Eh bien en fait ces gens ne veulent pas qu'on éduque aujourd'hui dans ce sens. Ils veulent absolument imposer
leurs valeurs, leurs vertus comme étant les seules vertus, les seules idées, les seules pensées qui doivent s'imposer dans la société, justement dans cette idée de justice sociale et d'équilibre, d'équité, de reconnaissance. Sauf que le problème, c'est que les méthodologies qu'ils utilisent, il y a un moment donné, lorsqu'on les expose devant un miroir et on leur dit « regardez ce que vous êtes devenus, regardez ce que vous faites », en réalité, vous adoptez exactement les mêmes valeurs de ce que vous combattez, et plus particulièrement politiquement, contre les extrêmes droites, contre les nationalismes, contre les populismes, contre les fascistes, contre les FAF, comme on les appelle maintenant. Sauf qu'ils sont complètement hermétiques à ça. Alors certains, on le sent, ils comprennent, mais évidemment, ils ne veulent pas admettre. Ils ne veulent pas admettre l'échec de l'évolution de cette idéologie. Comme il y en a d'autres qui sont complètement lavés du cerveau. D'ailleurs, il y en a certains même qui utilisent ce terme de brainwashed. Bon, sauf que c'est pas brainwash, c'est du brainwashing. C'est ça qui est quand même formidable. C'est qu'en plus de ça, on sent bien que c'est de la culture qui n'est pas latine, c'est pas de la culture française. C'est bien de la culture anglo-saxonne, et plus particulièrement, c'est le délire progressiste à son extrême américain. Donc encore une fois de plus, c'est un modèle importé au même titre que, je dirais, dans le langage aujourd'hui français de certaines personnes, on le voit. Je rappelle aujourd'hui le fait que vous ayez des gens qui s'appellent frères. À votre avis, d'où ça vient, ça? Frères. Les frères, c'est tout simplement la francisation de bro. Bro qui est l'abréviation de brother. Brother, qui utilise le terme brother si ce n'est les Afro-Américains. Mais aujourd'hui, vous voyez, posez la question d'ailleurs. Posez la question à ces gens qui vous appellent frère. Dites, mais pourquoi tu m'appelles frère? Parce que c'est une façon amicale, c'est une marque de respect amical envers toi. À l'origine, non. Le terme brother a été utilisé par les Afro-Américains pour affirmer l'appartenance à une communauté. Mais ça n'a jamais été un signe ni une expression de politesse à l'encontre de quelqu'un. Donc vous voyez, c'est peu... C'est en fait, on a réussi, et on réussit en France, à implanter des éléments de langage, à implanter des éléments de culture que des gens utilisent parce que c'est fun, parce que c'est tendance, mais en réalité, la majeure partie d'entre eux ne savent même pas l'origine de ce terme, ou de cet usage. Et le wokisme, c'est pareil. Le wokisme a pour fonction d'implanter dans la culture, d'implanter dans les esprits, des notions qui sont des antagonismes des règles fondamentales de la société. La politesse, la courtoisie. Pourquoi être poli, pourquoi être courtois? Qui a imposé ça? Si j'ai envie de croiser aujourd'hui un collègue et de ne pas lui dire bonjour, j'ai le droit de le faire. Et aux États-Unis, ça fonctionne. Je peux vous garantir qu'aux États-Unis, vous pouvez travailler dans une entreprise, croiser un collègue à quelques centimètres, vous pouvez lui dire bonjour, il ne vous répondra pas. Il ne vous répondra pas parce qu'il ne vous a pas calculé, parce qu'il ne vous a pas vu, parce qu'il est dans son... Il est comme ça. Par contre, dans 30 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, peut-être dans 4 heures, il vous dit « Tiens, salut, comment tu vas ?» Et je t'ai dit bonjour il y a ce matin, et tu ne m'as pas répondu. Ouais, excuse-moi, je t'ai pas vu. Excuse-moi. Ça, aux États-Unis, ça, je veux dire, aux États-Unis, c'est un truc qui m'agace. Cet instinct qu'ils ont de toujours s'excuser, même de s'excuser pour des trucs qui ne sont pas responsables, mais ils s'excusent. Mais évidemment, c'est une expression de courtoisie, c'est une expression, mais c'est pas un sentiment. Ils s'excusent parce que c'est culturel aujourd'hui aux États-Unis de s'excuser pour tout et n'importe quoi. Alors, c'est pas vrai forcément dans tous les États, dans toutes les régions des États-Unis. Mais dans le Sud, c'est systématique. Ils vont s'excuser pour tout et n'importe quoi. Ils vont même s'excuser quand ils font des conneries. Mais en règle générale, quand tu t'excuses d'avoir fait une connerie, tu fais attention de ne pas la refaire 5 minutes après. Ici, non. Parce que le fait que tu t'excuses,
bah, c'est-à-dire que tu acceptes qu'il fasse de la connerie, et que tu acceptes qu'il la refasse dans 5 minutes après. Donc vous comprenez pourquoi les États-Unis aujourd'hui, pour moi, c'est un pays qui est en déclin intellectuel. Parce que personne n'ose rien dire, personne à un moment n'ose faire les choses de telle manière. Attends, arrête tes conneries. Donc comment voulez-vous que dans cette culture qu'il y a aux États-Unis, comment voulez-vous des woke, ou d'une culture woke, que des progressistes radicaux, finalement n'aient pas réussi à se développer. Non seulement à se développer, mais se rendre légitime. Qui plus est légitime, qui plus est avec un certain pouvoir. Un tel pouvoir que même les politiciens c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, vous avez à Noël des Américains qui, conservateurs, continuent à dire « Joyeux Noël », et des Américains progressistes qui vont dire « Joyeuse fête ». C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le terme Noël, parce que Noël, c'est la référence religieuse, etc. Et que ça peut être une insulte, ou mettre mal à l'aise les gens issus de cultures différentes, même les Américains issus de cultures différentes, etc. Ben oui. Donc vous voyez, c'est ça. C'est ce fameux melting pot américain qu'on veut exporter en Europe, sauf que le problème, c'est que dans les cultures latines, ça ne peut pas fonctionner. Parce que les cultures latines sont profondément ancrées dans des valeurs où on a besoin d'identité, on a besoin d'une stabilité, on a besoin de quelque chose qui permet de reposer des valeurs et des principes, donc une culture, et que cette culture, on se doit de la préserver, on se doit de la faire évoluer dans certains domaines, bien sûr, mais au moins sur les fondamentaux, sauf que c'est ces fondamentaux-là que les woke veulent détruire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les woke. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose d'intéressant. Donc je vous rappelle, pour votre connaissance personnelle, le wokisme ou la culture woke est issue tout simplement des radicalisations idéologiques de gauche, issues du postmodernisme, issues de l'art contemporain, dans ses origines, dans ses sources. Essentiellement américains, évidemment. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie au sketch, ou tout du moins à la conférence à gesticuler de Franck Lepage, qui parle très bien justement de cette évolution culturelle de l'art contemporain, pour que vous compreniez mieux. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en lien en bas. Je vous l'avais déjà mis en lien, mais je vous la remettrai parce que je vous invite vraiment à regarder cette conférence gesticulée sur l'art contemporain, parce que Franck Lepage vous donne tout l'essentiel, que finalement l'art contemporain n'a pas été juste une évolution, une branche moderne de la façon de faire de l'art, mais en fait un outil idéologique et un outil politique. Autres informations plurielles avec un S, on a appris que les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne se sont pacsés, ont signé un pacte pour affirmer une présence de coopération dans le Pacifique. Alors évidemment, cette coopération, on ne va pas se mentir, c'est pour renforcer le positionnement des États-Unis dans le Pacifique, qui se fait de plus en plus un petit peu bousculé par la Chine. Sauf que dans ce projet, eh bien encore une fois de plus, Washington a trouvé le moyen d'enculer la France. Et je dis bien enculer, puisque vous avez pu voir que le contrat, que alors je crois c'est de 30 ou 50 milliards pour 12 sous-marins qui avaient été plus ou moins accordés avec les autorités australiennes, mais les autorités australiennes finalement ont annulé le contrat et ont signé avec les Américains. Alors ce qui est assez amusant avec ça, c'est qu'encore une fois, la France, alors souvenez-vous, quand on avait eu un accord de principe de la part de l'Australie, tout le monde avait chanté « Ouais, c'est génial, on a signé un gros contrat de plusieurs milliards pour 12 sous-marins nucléaires ». Et en claquement de doigts,
tout est tombé à la poubelle. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que Washington nous a enculés. Tout simplement. Bien profond. Mais alors, ce que vous remarquerez, c'est qu'en effet, indignation, rendez-vous compte, merde, on a perdu un contrat, etc. Les Australiens, vous êtes vraiment pas sympa. Mais vous remarquerez qu'on ne dit pas, Biden et Washington, ils ont encore, les Américains nous en ont encore bien enfoncé, bien profond cette fois-là. Cette fois-là, parce que c'est pas la première fois. Souvenez-vous, lorsqu'Obama a lancé sa politique d'assouplissement et de réconciliation avec l'Iran, vous avez un certain nombre de pays qui ont commencé à reprendre contact avec des acteurs économiques iraniens, dont la France, Renault, par exemple. Sauf qu'Obama, il a pris son petit téléphone, il a appelé Hollande, et dit François, c'est quoi cette histoire avec Renault et l'Iran? Je te signale que si je fais ça, c'est pour mes intérêts, les intérêts de mon pays. Donc, tu dégages. Je ne veux pas te voir en Iran. Et vous avez des tas d'exemples comme ça. Des tas d'exemples où, quand on a commencé en France à mettre en place certaines idées, certains principes, etc., on s'est fait doubler par les Américains. Dois-je vous rappeler ce que nous a fait le maire au printemps? Il a chanté sur tambour et trompette que ça y est, ils allaient trouver un accord pour taxer les gros acteurs économiques de l'Internet, etc. Ça n'a pas duré 24 heures, qu'au bout de 24 heures, Washington a dit en fait, non, on ne le fera pas. Et il y a autre chose, et là j'insiste bien. Vous imaginez bien que si ça s'était arrivé sous Trump, là vous auriez tout l'univers, toute la sphère intellectuelle élitiste parisienne qui serait défilée sur les plateaux pour accuser Trump de traître, de salopard, c'est de sa faute, encore une fois de plus, c'est une provocation, c'est du harcèlement, ça devrait légitimer d'être sanctionné par la France, on en appelle au Conseil de sécurité, c'est pas normal, mais de toute façon Trump est un enfoiré, c'est un salaud, c'est un pas fait. Et là, rien. Dites les gens de gauche, là, France Inter, France Télévisions, c'est la faute à qui si on a perdu le contrat? C'est la souveraineté des Australiens de changer d'avis? C'est pas grave, hein. On en retrouvera d'autres. Et Washington, non. Macron, alors j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, réformer le code de procédure pénale. Il veut mettre plus de flics, plus de sécurité. Mais avec quels outils? Sous quelle réglementation? Sous quel type de loi? C'est un peu flou, je trouve. Et dites, 8 mois. L'élection présidentielle, c'est dans 8 mois. Comment ils comptent mettre en place là, toutes ces réformes en 8 mois? Est-ce que c'est de l'effet d'annonce? Ou est-ce que finalement c'est peut-être déjà mettre les jalons pour celui qui sera son successeur et qui fatalement fera un suivi? Mettre en place une nouvelle législation, mettre en place des nouvelles lois pour expédier un certain nombre d'affaires. Dites-vous bien que si vous présentez ça comme un paquet cadeau pour essayer de lutter contre l'insécurité,
la délinquance, les racailles, etc. Mettez-vous un doigt dans l'œil, tout de suite, parce que ce ne sera pas le cas. Ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied dans un électorat. D'autant plus que je rappelle une chose, le fameux discours qu'on entend depuis des années, que la sécurité, c'est la liberté. Non. La sécurité, c'est pas la liberté. La sécurité, c'est un argument, c'est un outil idéologique, politique, de séduction. Parce que la sécurité, elle se fait par des institutions qui ont des couilles. Elle se fait par des politiciens, par des gouvernements, par des présidents qui savent prendre les problèmes à la racine. La sécurité, elle se fait d'elle-même par la citoyenneté. Elle se fait d'elle-même par la Constitution, par les institutions. Mais en rien, la sécurité apporte de la liberté. En revanche, la sécurité, elle peut apporter de l'ascendant. La sécurité, elle peut apporter du contrôle. La sécurité, elle peut apporter de la dénonciation. Elle peut apporter du servage, de l'asservissement. Elle peut porter atteinte ou détruire des libertés. La sécurité est l'argument qui permet, en disant que c'est la liberté, oui, c'est la liberté d'enfreindre les valeurs fondamentales de vos libertés. La sécurité, telle qu'elle est jouée aujourd'hui par nos politiciens, par nos bien-pensants, par nos experts, c'est aller chercher l'approbation, aller chercher le consentement de la population pour leur faire croire que cette sécurité, elle va sauver leur liberté. Alors qu'en réalité, non. On va les astreindre, les libertés. On va les mettre sous contrôle. Si vous êtes un gentil petit mouton, oui, vous aurez vos libertés. En revanche, si vous êtes un dissident, si vous êtes un opposant, si vous n'êtes pas d'accord sur le fait que l'on crée des injustices telles que le pass sanitaire, eh bien, vous perdrez vos libertés. Et je dirais même, n'est-ce pas là un certain nombre de signes qui démontrent que le grand reset est en train de se mettre en place? Et oui, évidemment que s'ils mettent le grand reset en place, ils ne vont pas vous l'annoncer au coup de fanfare et trompette. Donc soyez observateurs, regardez bien, soyez attentifs. Parce que je pense que l'on n'a pas fini de voir une accélération de privation de liberté. Alors aujourd'hui, une pandémie, demain, pour autre chose. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié un petit peu le contenu et n'hésitez pas à faire vos commentaires, vos propositions. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, et bien que puis-je vous souhaiter d'autres, comme d'habitude, de bien vous porter.